Bonjour à tous. Bonjour Frédéric, bonjour Jean-Dominique. Donc, le webinaire va Bonjour. débuter d'ici quelques instants. Juste le temps de laisser tout le monde se connecter, les dernières personnes encore arrivées, parce que je vois que le nombre de participants est encore en train d'augmenter. Donc, d'ici quelques instants, on va pouvoir démarrer. Tac, tac. Nous allons bientôt démarrer. Allez, on va commencer le webinaire. Bonjour à tous encore. Donc, bonjour Jean-Dominique et bonjour Frédéric. Bonjour. Merci à tous de nous rejoindre. Juste avant de commencer le webinaire, je voudrais juste faire un petit rappel logistique pour comment les choses vont se passer, notamment pour les questions. Eh bien, comme vous pouvez le voir sur la présentation, vous avez un petit outil pour poser vos questions. Oups, la slide juste avant. Un petit outil pour poser vos questions à tout moment sur le panneau de configuration de GoToWebinar sur la droite. Donc, vous posez vos questions et nous y répondrons à la fin de chaque partie. Donc, c'est vraiment envoyez vos questions à tout moment. Nous, après, on les reçoit, on les traite et à la fin de chaque partie, il y aura donc un moment spécifique pour y répondre. Ensuite, donc du coup, merci beaucoup de nous rejoindre en ce temps de webinaire. Donc, les intervenants, nous avons donc Jean-Dominique Rafali, qui est donc Product Manager chez BPI France. Bonjour à tous. Salut Jean-Dominique. Et nous avons aussi Frédéric Bernard, qui est donc Product Bonjour. Marketing Manager chez Agicap. C'est super, c'est franchement hyper sympa de votre part de vous joindre à nous. Moi, je suis Aurélien Lemasson, je suis Head of Brand chez Snapshift et je serai votre animateur tout au long du webinaire. Donc, juste en deux mots, chez Snapshift, on développe des applications intuitives pour ceux qui ne connaissent pas, pour simplifier la gestion RH d'un restaurant, d'une boulangerie ou de tout autre commerce de proximité. Nous faisons des plannings automatisés, nous gérons les temps de travail, nous préparons les éléments pour la paye, une messagerie instantanée, enfin bref, tout ce qui peut en fait permettre aux équipes de gagner du temps et de les libérer des tâches chronophages pour qu'elles puissent se recentrer sur leur activité de boulanger. Alors écoutez, je vous propose de vous présenter. Donc Jean-Dominique, du coup, dis-nous en plus sur toi et sur la BPI, pour ceux qui ne me connaissent pas. Jean-Dominique Rafali, du coup, je travaille chez BPI France Financement. Donc, je pilote un portefeuille de produits de prêts pour les entreprises. Et j'aurai l'occasion pendant cette présentation de vous en dire davantage sur ces produits. Génial, merci. Et Frédéric? Yes, et ben, comme disait Aurélien, donc je m'appelle Frédéric Bernard, je travaille en product marketing chez Agicap. Agicap, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est un logiciel SaaS de gestion de trésorerie en ligne. En fait, on aide aujourd'hui plus de 2000 entrepreneurs à automatiser leur suivi de trésorerie plutôt que de le faire sur Excel. Très bien, tout simplement. Donc c'est effectivement, vous aussi, vous êtes Voilà. une alternative à Excel. En alternative à Excel, on se comprend. Très bien. Alors, du coup, on va pouvoir démarrer. Donc, vous avez choisi de rejoindre le webinaire sur la gestion de trésorerie suite à la crise, comment réduire vos coûts et pour protéger votre trésorerie. Donc, nous avons choisi de faire ce webinaire parce qu'en ce moment, vraiment, il est plus que jamais primordial d'assurer une réduction efficace des coûts pour toutes vos entreprises. Mais par où commencer? Quelles sont les aides disponibles? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à connaître pour vraiment se créer une gestion des finances infaillible? Eh ben, c'est exactement l'objectif de ce webinaire, c'est de répondre à ces questions et de vous permettre d'assurer donc une protection béton pour votre trésorerie. Donc, comment ça va se passer? Dans un premier temps, Frédéric va vous présenter une méthodologie étape par étape ainsi que les démarches pour sécuriser votre trésorerie. Et dans un second temps, Jean-Dominique vous présentera en détail les aides qui sont disponibles de BPI France. Donc, comme je vous le disais au début du webinaire, à la fin de chaque partie, il y aura des questions. Ce sera donc à ce moment-là que les questions seront posées. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions à tout moment. Et sur ce, Frédéric, je te laisse commencer ta partie sur la réduction des coûts. Ça marche, merci beaucoup Aurélien. Alors, aujourd'hui, on va voir un petit peu comment réduire les coûts. Attention, je ne veux pas du tout survendre cette partie du webinaire. Il n'y a pas de solution miracle. On va juste avoir une approche assez méthodique. Pardon pour les petites manips sur l'écran. Voilà, ça va être vraiment une approche la plus méthodique possible avec de la rigueur pour essayer d'y voir un peu plus clair dans vos méthodes de réduction des coûts. Alors, première chose pour vraiment contextualiser un petit peu cette méthode-là, ce que je vous suggère en fait et ce que Agicap suggère, c'est vraiment une démarche itérative qui va vous permettre de sécuriser votre trésorerie. En fait, elle s'axe en 4 points principaux. Le premier, ça va être de vous projeter
au maximum et de constamment ajuster ses projections. Donc en fait, il va falloir que vous puissiez préparer plusieurs scénarios en variant un petit peu les critères, que ce soit la durée de la crise, aussi l'impact de la crise, les éventuelles aides que vous avez perçues, que vous êtes en phase de percevoir, les investissements que vous avez prévu de faire en marketing ou autres, et éventuellement vous projeter avec plusieurs évolutions de chiffre d'affaires ou différentes coupes de coûts. On rentrera un petit peu dans le détail de ces différents scénarios juste après. Deuxième point, la réduction des coûts. Donc, ça va être vraiment de créer une arborescence la plus exploitable dans tous vos décaissements. On va se concentrer là sur les décaissements. Pareil, je rentrerai un petit peu dans le détail pour que vous puissiez comprendre au mieux cette notion de granularité bien spécifique et analytique. Mais vraiment, on vous invite à sous-découper les encaissements par canaux et sous-découper les décaissements par catégorie ou par famille, et en fait sous-catégoriser à nouveau ces familles pour avoir finalement une vision la plus analytique possible. Voilà, donc il y a un petit lien aussi pour une vidéo qui va reprendre un peu cette méthode de réduction des coûts que je vais approcher, mais très rapidement. Mais en tout cas, voilà, quand vous recevrez la présentation, vous pourrez cliquer sur le lien et accéder directement à la vidéo avec tout le détail. Troisième point Oui, de j'en cette profite pour démarche. préciser parce que, excuse-moi, j'en Oui, profite juste pour préciser parce que bien sûr. je vois que la question arrive régulièrement. Bien sûr, vous aurez les slides à la fin de ce webinaire. Voilà, c'est juste pour dire ça. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Voilà, et du coup, troisième point, bon, je pense que Jean-Dominique nous en dira beaucoup plus à ce sujet-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'on vous invite vraiment à financer votre trésorerie. Aujourd'hui, suite à la crise, en fait, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises en place, des mesures fortes et qui rendent vraiment ce financement de trésorerie beaucoup plus accessible. Et par simple protection de votre cash, pour revenir à l'essentiel, on vous invite à activer ces leviers au maximum. Donc Jean-Dominique sera beaucoup plus précis que moi à ce sujet-là, et comment et qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui. Et enfin, quatrième point, on vous invite vraiment à être le plus agile possible. Là, on sort un petit peu de notre expertise de trésorerie, mais dans tous les cas, on vous invite à apporter un maximum de valeur à vos prospects, à vos clients, à étudier, à tester, à vous projeter aussi sur des nouveaux canaux, peut-être plus digitaux, plus adaptés au contexte. Bien entendu, enfin, je pense au click and collect, par exemple, pour la restauration. Voilà, revoyez un petit peu vos méthodes de protection, de prospection, excusez-moi, et anticipez au maximum la reprise. Commencez peut-être à investir un petit peu dans le marketing, etc. pour même s'il y a beaucoup d'incertitudes, il faut quand même se projeter pour être capable de prendre des décisions dès à présent. En ce qui concerne notre méthode de réduction des coûts, en fait, elle est très simple. Il y a 3 points principaux. Le premier, ça va être un audit complet de toutes vos dépenses et la catégorisation de ces dépenses. Donc concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez tout simplement tous vos relevés bancaires des 3 derniers mois et vous les épluchez. Il faut absolument qu'il y ait aucune ligne qui passe à travers les mailles. Vous devez être capable d'identifier vraiment toutes vos dépenses, qu'est-ce qui vous coûte, combien, qu'est-ce que ça représente par rapport à votre chiffre d'affaires, par rapport à vos décaissements au total, etc. Donc, on vous invite vraiment à identifier toutes les couches d'économie en repassant vraiment toutes vos dépenses. C'est là où j'insiste vraiment sur cette notion de granularité, où une fois que vous avez listé toutes vos dépenses, vous les classez, et cette classification va avoir beaucoup de valeur dans l'importance qu'elles peuvent avoir dans votre activité, mais je vous ferai un petit point là-dessus tout à l'heure. Et enfin, le dernier point, une fois que vous avez identifié vraiment toutes ces dépenses, où est-ce que vous pouvez faire des économies? Comment est-ce que vous allez prioriser ces économies? Nous, ce qu'on vous suggère, c'est de faire une petite matrice super simple avec côté ordonné l'impact sur la trésorerie, est-ce qu'il va être immédiat ou est-ce qu'il va arriver un petit peu plus tard? Et à côté de ça, l'impact sur votre activité. Est-ce qu'il va être fort? Est-ce qu'il va être neutre? Donc voilà, donc après, vous placez, en fait, ça peut vous aider à mapper un petit peu toutes les économies potentielles, en fait, que vous pouvez faire pour vous rendre compte de l'impact qu'elles auront sur votre trésorerie et sur votre activité. Je pense notamment au gel des extras, ça va avoir un impact immédiat parce qu'on parle évidemment d'une économie majeure. Sur une suppression d'abonnements utilisés, ça va être des montants beaucoup plus faibles, mais qui, par contre, eux, vont être récurrents. Donc, ça va être des petites économies qui se cumulent. Et en fait, on peut très rapidement atteindre 15% d'économies sur tous vos décaissements. Donc, 15%, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup en même temps. Mais dans tous les cas, voilà, on vous suggère
d'être capable de rentrer dans le détail et d'être très très minutieux, c'est assez méthodique et c'est ça qui va faire la valeur de cette approche, prendre le temps de bien tout éplucher et d'analyser vraiment les strates d'économie potentielle et les prioriser en fonction de l'impact qu'elles peuvent avoir. Alors après, pour ce qui est des scénarios, on va passer sur Agicap rapidement. En fait, pourquoi je passe sur Agicap, c'est juste pour que ça soit le plus visuel possible. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est bien entendu réalisable sur votre matrice Excel ou sur un autre logiciel, il y a pas de problème. Alors, pour vous mettre dans le contexte très rapidement, donc bienvenue sur Agicap déjà. Vous avez ici votre solde de trésorerie disponible qui est directement raccroché à vos comptes bancaires en temps réel. Vous avez ici tout ce qui est réel, le passé, et vous avez à droite en fait toutes les projections et vos objectifs, avec tout simplement en rouge les décaissements, en vert les décaissements. Et ce que vous voyez en bleu ici, c'est votre courbe de trésorerie. En dessous, on va rentrer un peu dans le détail avec finalement la liste de tous vos encaissements et vos décaissements. Donc, ce que je disais tout à l'heure, en fait, quand je parlais de granularité, de famille, etc., ce qu'on vous invite à faire vraiment, ça va être de couper, sous-découper vos encaissements par canaux, par exemple, donc par grande famille déjà, donc ce qui va être l'exploitation. Là, on va être sur un format un petit peu plus restauration. L'exploitation, donc ce que vous faites en salle ou pas, et ce que vous faites en livraison ou pas, et sous-découper vos catégories. Donc ça, bien entendu, on vous suggère de sous-découper par canaux les encaissements. Et pour la partie décaissement, voilà, ça va être des familles, donc fournisseurs, rémunération, vos frais de marketing, etc., etc. Donc vraiment, il faut que vous ayez une approche extrêmement analytique avec des grandes familles, des sous-familles, pour avoir en fait une vision synthétique et précise à la fois, même si ça peut paraître un petit peu contradictoire au début. Voilà, donc dans tous les cas, je ferai passer aussi à Lisa qui vous enverra un petit peu le mail avec la documentation, la matrice Excel qui est la résultante de ce que je vous montre ici, donc avec la même découpe par catégorie. Donc ça, vous la recevrez par mail aussi si jamais vous voulez vous en servir comme d'un exemple ou pas d'ailleurs. Voilà, donc je parlais tout à l'heure aussi de projection. Ce qu'on vous invite nous à faire, c'est un maximum de scénarios, toujours à vous projeter. En fait, créer votre prévisionnel de trésorerie, mais qui aujourd'hui est particulièrement incertain. Je pense au secteur de la restauration, de l'hôtellerie, etc. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. On va en savoir plus dans les jours à venir, bien sûr. Mais dans tous les cas, en fait, c'est important de vous projeter. Pourquoi? Parce que finalement, quand vous allez faire face à une situation que vous avez déjà imaginée, vous aurez déjà en fait anticipé des choses à faire aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça implique cette décision? Vous le savez déjà. Et qu'est-ce que ça implique sur votre trésorerie? Vous le savez déjà. Donc, en fait, on va faire un petit exercice très simple. Ça va être de créer un scénario. Là, aujourd'hui, je vais vous faire deux basiques. Le premier, ça va être le worst case. Donc, en fait, le scénario qu'on n'a pas trop envie de voir. C'est-à-dire, on va être sur un scénario très pessimiste. Nous, dans tous les cas, on vous invite à être particulièrement conservateur parce que finalement, en fait, comme on est dans une période de très forte incertitude, on préfère être un petit peu plus radicaux dans nos projections, un petit peu plus conservateurs pour éviter les mauvaises surprises en fait. Voilà, du coup, typiquement là, en fait, le scénario de base, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, pardon. Hop. Le scénario principal sur lequel on va se baser, ça va être une activité comme celle que vous pouvez avoir aujourd'hui, avec finalement une activité qui était normale, puis le Covid qui a eu un gros impact sur tous vos encaissements, et on vise une reprise lente, notamment avec du click and collect. Une fois de plus, on est sur un format un peu plus restauration, avec du click and collect et la partie livraison qui va soutenir un petit peu l'activité, et une activité qui redémarrerait éventuellement au mois de septembre. Donc le worst case, il est simple, on va être pessimiste le plus possible et on va regarder un petit peu comment baisser finalement en fait notre revenu. Donc là en exploitation, là on était parti sur un départ, enfin une reprise au mois de septembre. Finalement, en fait, on va avoir une reprise qui n'arrivera qu'au mois de décembre. Voilà. Donc ça, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une baisse de chiffre d'affaires particulièrement importante. Qu'est-ce que vous pouvez de votre côté, vous, parallèlement à ça, pour finalement pallier à cette baisse drastique de revenus, vous pouvez commencer par couper les coûts marketing. Là, on va éliminer les frais marketing.
on va dire le total. On va garder un minimum parce que ce qu'on vous invite à faire aussi, c'est investir pour préparer la reprise dès que là on est dans de l'incertitude totale, donc on coupe. Mais si bien entendu vous avez on a plus de visibilité sur une reprise éventuelle, c'est le moment d'investir, c'est le moment de faire des dépenses marketing pour assurer le succès de votre reprise. Donc là on les coupe, on laisse quand même un fonds au mois de septembre pour pousser le click and collect ou des choses comme ça. Et on va vous inviter évidemment à tirer sur d'autres leviers. De notre côté, on a fait pas mal de webinaires où on traite ce sujet en détail. Mais par exemple, si vous ne l'avez pas déjà fait, donc bien entendu, il y a le report de l'URSSAF et qui sera potentiellement entièrement annulé dans le secteur de restauration, hôtellerie et petit commerce. Mais par exemple, votre retraite et tout ce qui est prévoyance retraite, en fait, on va l'éliminer. Donc, ce qui fait que vous allez en fait couper petit à petit dans les coûts. Donc là, je ne vais pas reprendre tous les coûts qu'on pourrait découper. Là, c'est juste un exemple pour vous montrer comment vous projetez. En fait, petit à petit, on va gagner des jours de cash par rapport à un scénario qui est assez pessimiste. Deuxième scénario qu'on va faire, toujours assez simple, ça va être un best case. Donc un best case, on va être un petit peu plus optimiste que ce qu'on vient de faire là. Donc on prend comme base notre scénario principal. Et le best case, en quoi est-ce qu'il consiste? En fait, finalement, on va juste rajouter un PGE qui vient sécuriser notre trésorerie. Donc pourquoi on vous disait que finalement ce financement était important tout à l'heure. Par exemple, là, si vous avez votre PGE de 50K qui arrive, vous allez voir que finalement votre trésorerie, elle est beaucoup plus positive. Donc évidemment, on va même pas passer le point bas dans ce cas de figure-là. Mais ce qui est important, il faut bien garder en tête que c'est un prêt, il va y avoir des remboursements et bien sûr, pour débloquer ce prêt-là, vous devez être capable de justifier de votre capacité à le rembourser, à l'intégrer dans votre prévisionnel de trésorerie. Donc c'est pour ça que finalement, on vous invite à vous projeter, à faire un maximum de scénarios pour vous d'un point de vue stratégique et bien entendu pour appuyer toutes les discussions que vous pouvez avoir avec vos partenaires financiers. Voilà, donc là, on est sur deux exemples particulièrement simples. Ce qui est possible, bien entendu, c'est qu'en fonction de chaque activité, de chaque secteur, il y a une infinité de scénarios et on vous invite vraiment à vous projeter au maximum pour finalement établir un prévisionnel de trésorerie le plus malléable possible et surtout anticiper des plus ou moins bonnes nouvelles et être capable de prendre aujourd'hui des décisions fondées. Voilà, je vais rebasculer sur la présentation. Donc, je vous ai mis le résumé finalement des scénarios que j'ai abordés ici, si jamais vous voulez vous baser là-dessus. Test. Voilà, donc si vous avez les moindres questions, réponses, je suis à l'écoute. Merci beaucoup Frédéric. Alors oui, on a quelques questions qui sont arrivées, qui étaient spécifiquement, alors qui sont arrivées à différents moments de ton discours. Donc du coup, alors il y a quelques questions qui vont être sur des points très précis de ce que tu as dit et des questions qui sont un peu plus générales. Par exemple, il y a une question là c'est plus une remarque, je pense, de Marie-Béatrice qui dit bonjour, attention, il y a des dépenses annuelles. Je pense que c'était au moment où tu disais qu'il fallait éplucher les derniers relevés bancaires. Des dépenses annuelles comme honoraires expert comptable, par exemple, qui ne peuvent ne pas apparaître sur les 3 dernières rives, donc il faut aussi prendre en compte. Je ne sais pas si tu as un commentaire supplémentaire à faire dessus. Tout à fait, je suis complètement d'accord. En effet, il y a une temporalité des charges qui peut être différente sur certains points. Là, c'est un très bon exemple. Par exemple, les frais de l'expert comptable peuvent être négociés, voire ventilés. En ce moment, on invite tout le monde au dialogue aussi pour alléger les charges. Et quand je parlais d'éplucher, alors les 3 derniers mois, il faut bien entendu prendre en compte toutes les dépenses annuelles. Si vous les avez en tête, c'est encore mieux. Si elles apparaissent sur les 3 derniers mois, c'est parfait. Je pense que après, ça va dépendre aussi beaucoup des cas de figure. Certaines personnes vont privilégier finalement les prélèvements mensuels. Donc oui, je l'ai pas intégré dans ma présentation, mais en effet, il faut surtout pas les négliger, surtout que ça peut être des charges assez conséquentes et ne pas se laisser surprendre quand elles arrivent, surtout si on a fait des projections qui les contiennent ou pas. Mais très pertinent, j'aurais dû le mentionner. Merci. On a une autre question aussi de Habiba qui dit que j'imagine que c'est par rapport à la résiliation pardon, et à la suppression des coûts. Le problème pour les abonnements et les contrats, c'est que la plupart des engagements sont d'une durée de 48 mois. Donc, du coup, ils ne sont pas forcément annulables. Enfin, ils ne sont pas annulables. Alors, oui, en effet, ça va dépendre aussi des contrats auxquels vous avez souscrit. Bien entendu, si vous êtes bloqué par le contrat, ça va faire partie des charges que vous ne pouvez pas annuler malheureusement. Une fois de plus,
nous, on vous pousse à négocier. Si vous êtes vraiment dans une phase complexe d'un point de vue trésorerie, si vous avez des contrats en cours, il faut absolument, donc que ce soit avec la banque, avec un logiciel, avec n'importe quoi, à négocier. Finalement, en fait, pourquoi négocier? Parce que ça va vous permettre de potentiellement, il y a pas de garantie, mais de potentiellement réussir à ventiler peut-être plus les coûts, à geler sur quelques mois qui peuvent être un peu difficiles en termes de revenus, etc. Donc, en effet, il y a des contrats qui sécurisent un peu ces versements-là, mais nous, on vous pousse vraiment à ouvrir le dialogue et négocier éventuellement des décalages, des reports, des allègements, etc. ou des renégociations du contrat, dans tous les cas. Oui, oui, c'est ce qui paraît possible en plus en ce moment. Une Complètement. autre question aussi de Lila qui demande sur quelles données tu es parti pour le click and collect. Quel type de données tu as inclus dans le tableau? Alors, des données, en fait, nous, des données fausses, hein, bien entendu. C'est juste en guise d'exemple. Après, là, j'avais pris comme base 7000, donc 7K de livraison. Une fois de plus, c'est un exemple. C'est vraiment juste à titre d'exemple. Il n'y a pas vraiment de valeur dans la proportion, c'est-à-dire que en fait d'un restaurant à l'autre, d'un établissement à l'autre, ça va être très différent. Ça va aussi beaucoup dépendre du staff disponible, de l'investissement en communication qui va déclencher du click and collect. Donc vraiment, j'ai mis des valeurs, mais elles sont, il faut les prendre avec des pincettes dans le sens où d'un établissement à l'autre, ça peut être du tout au tout. Donc voilà, il n'y a pas de données spécifiques sur lesquelles je me suis reposé pour qu'elles soient, et bien entendu, elles sont réalistes. Moi, j'ai regardé un petit peu ce que faisaient nos clients, mais d'un client à l'autre, il y a vraiment des grosses variations. Donc, ça va vraiment dépendre de votre établissement et de ce que vous avez mis en place pour développer cette activité-là. D'accord, parce qu'effectivement, on a une remarque, plus une remarque qu'une question de Lilia qui nous dit que le click and collect sera indispensable, mais un coût mensuel qui sera très important, qui sera important, qu'il ne faut donc pas oublier de négliger en fait quand on réalise ces scénarios. Exactement. Ben, c'est un très bon exemple parce que du coup, on peut voir le click and collect comme une opportunité, et c'est vraiment une opportunité, mais ça induit des coûts. Et ces coûts, voilà, c'est d'où l'importance des projections. Vous pouvez voir à terme qu'est-ce que ça vous apporte vraiment de mettre en place ce type de solution. D'accord. C'est justement Lila qui nous dit que la moyenne est de 30% du chiffre d'affaires en click and collect. Merci beaucoup Ok, pour cette data. voilà, merci. Alors, une question de Nicolas, je ne sais pas si tu auras la réponse, qui demande si on peut négocier des mois de loyer avec le bailleur. Alors, oui, ça va dépendre. En fait, tout ce qui va être bailleur privé, euh, tout le monde a été invité à la bienveillance. Alors, si vous êtes éligible au fonds de solidarité, que vous avez un bailleur public, vous pouvez à ce moment-là geler, mais faire une demande de report. Et donc ça va être tout ce qui est public. Et la partie privée, en fait, les bailleurs ont bien entendu été appelés à la plus grande bienveillance. Par rapport à la perception des loyers. C'est-à-dire que une fois de plus, nous on vous invite pas à geler comme ça sans prévenir. On vous invite à vraiment ouvrir le dialogue, échanger avec votre bailleur, parce que peut-être qu'il est dans une situation très compliquée de son côté aussi. Donc il faut vraiment, c'est une intelligence collective. Il va falloir échanger, parler le plus avec les autres et ouvrir le dialogue avec votre bailleur et négocier à ce moment-là peut-être des reports de loyer ou des décalages, etc. Donc en tout cas, tout le monde a été appelé à la bienveillance et on espère que, en tout cas, votre bailleur sera ouvert à la négociation. D'accord. Ok, oui. On a d'ailleurs Lilia qui continue à nous écrire pour nous dire qu'elle a renégocié des allègements depuis bien longtemps et que les loyers sont annulés. Donc c'est Yes, possible, mais bah, j'imagine parfait. que ça dépend des bailleurs, effectivement. La preuve, ouais. Euh, alors, une question de David qui demande comment intégrer la matière qui constitue un budget de trésorerie pour pouvoir ensuite faire différents scénarios. Alors, il va y avoir plusieurs solutions en fonction des outils que vous utilisez. Si vous le faites sur Excel, ça va être une saisie manuelle. Donc là, vous allez créer un petit peu toutes vos catégories et puis faire remonter en fait en prenant vos dépenses, faire remonter dans votre matrice Excel toutes les valeurs de chaque famille et sous-famille. Après, bien entendu, sur Agicap, c'est beaucoup plus simple dans le sens où, en fait, Agicap est directement branché sur votre compte bancaire et faire remonter automatiquement tous les flux qui vont se catégoriser automatiquement aussi. C'est-à-dire qu'en fait, de notre côté, nous, on pousse vraiment à automatiser ce genre de démarche au maximum pour deux raisons: gagner en temps et gagner en fiabilité aussi, parce que la remontée manuelle peut
peut créer des erreurs. Mais après, il y a beaucoup de gens qui le font encore sur Excel. C'est juste un petit peu plus long et plus risqué. Mais c'est tout à fait possible de faire remonter, en fait, de prendre toutes vos dépenses, de les classer et de les remonter en fait dans l'arborescence que je vous ai présenté là pour réussir en fait à après les décaler en objectif. Ok, d'accord, très bien. Et il y a une question de Bertide avec laquelle je suis d'accord en tant que marketeur. Ne devrait donc pas garder un minimum de marketing sur les réseaux sociaux ou autres pour ne pas disparaître complètement, avoir au moins un minimum de contact avec sa clientèle? Oui, complètement. Et puis je suis dans le marketing aussi, donc j'approuve. Ok, d'accord. Mais c'est sûr que, en fait, voilà, le marketing, c'est un investissement. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation extrêmement compliquée, je pense au début, c'était sûrement le cas pour beaucoup de gens, au début de la crise, où tout a été fermé, etc. On ne disparaît pas si vite que ça des réseaux sociaux, surtout quand on connaît un petit peu les algorithmes, on sait en tout cas comment en ressortir assez rapidement. Mais dans tous les cas, en effet, je suis d'accord, le marketing, moi je vous invite, là je l'ai coupé parce que c'est un cas vraiment de force majeure. Si votre établissement est fermé et que finalement vous pouvez même pas faire de click and collect, vous n'avez rien, peut-être qu'il faut revoir à la baisse vraiment ces budgets-là. Par contre, si vous avez un peu de visibilité sur une ouverture en click and collect ou une ouverture partielle ou de la livraison, des choses comme ça, là, en effet, le marketing reprendra tout son sens et vous permettra en fait d'orienter votre communauté, vos clients autour des leviers que vous êtes en train de développer. Donc oui, oui, il faut voir le marketing comme un investissement qu'on coupe en cas d'extrême urgence, mais qui aura une vraie valeur pour préparer la reprise. Oui, tout à fait d'accord. Est-ce qu'on peut négocier un loyer? Une question, pardon, de Claude qui demande si on peut négocier un loyer au prorata de la surface de travail effective, c'est-à-dire sans salle client, par exemple. Alors, je pourrais pas répondre à la place des bailleurs malheureusement. Après, il faut savoir que je pense que par exemple une ouverture partielle, donc sans salle, ça aura un impact sur votre activité. Pour le bailleur, je ne sais pas si lui, ça fera une différence, lequel sera occupé de toute façon. Et après, c'est une négociation à proposer, hein. Je ne pourrais pas m'avancer sur les réponses possibles, mais il faut penser aussi à l'impact de son côté. Potentiellement, il dirait que lui, ça ne change rien, c'est un tout. Mais voilà, dans tous les cas, il faut essayer et toujours négocier, échanger avec vos bailleurs et ouvrir la discussion pour trouver une solution, en fait, tout simplement. C'est vraiment au cas par cas. Une question Exactement. de Céline qui demande comment se passe la connexion du logiciel au compte bancaire et comment le logiciel catégorise automatiquement les flux. Alors de notre côté, en fait, nous on passe par des agrégateurs bancaires, notamment Bankin par exemple, qui eux en fait sont autorisés à venir prendre les informations de votre compte bancaire et bien entendu sécurisées, et qui vont nous être, nous on va les transformer sous format exploitable, donc sous forme de graphique et de catégories. Et après en fait, nous on a un algorithme qui va en fonction de vos catégories, de vos dépenses, de la récurrence de celles-ci, etc., qui va s'enrichir au fur et à mesure et catégoriser automatiquement vos flux. Donc, au début, en fait, ça va être semi-automatique et plus ça va avancer, plus l'algorithme sera pertinent et vos catégories vont remonter de manière automatique dans un GCAP. Vos flux, pardon. Très bien. Une question maintenant de Serena qui demande est-ce que vous pouvez nous donner un tableau pour faire les tableaux de trésorerie? Oui, pas de souci. Alors, on a des modèles de prévisionnel de trésorerie. Moi, je peux vous envoyer, enfin, je vais l'envoyer de toute façon à Lisa, vous le recevrez par mail après. L'arborescence que j'ai utilisée dans ma présentation sur Agicap, en fait, nous, on peut l'exporter sous format Excel et c'est celle-ci que je vais vous partager. Comme ça, au moins, vous verrez les valeurs qu'il y a dedans, un petit peu comment je l'ai utilisé. Et puis, vous pouvez vous baser, bien entendu, sur cette arborescence-là pour vos projections. D'accord. Une autre question de Lilia qui demande nous hésitons à augmenter nos prix au vu de l'impact des coûts d'achat de matières premières. Que faire? Tout simplement. Alors ça, c'est une question stratégique. Je pense que ça va être, je ne pourrais pas donner de réponse définitive. Ce qui est sûr, c'est que bien entendu, le prix peut bouger. Il faut absolument que vous, dans votre modèle d'exploitation, ça vaille le coup. C'est-à-dire que si les coûts augmentent, il faut bien entendu protéger le secteur de la restauration d'une inflation suite à la crise où tout le monde essaie de rattraper un petit peu ses coûts. Par contre, bien entendu, c'est le cas, je pense, à des restaurateurs déjà qui augmentent leur prix sur Uber Eats ou des plateformes de livraison.
parce que finalement la commission est plus importante et pour que ça soit quand même intéressant pour eux, il y a une variation des prix. Donc, je pense que il y a pas mal de calculs à faire de votre côté, et puis d'un point de vue stratégique aussi, comment vous voulez vous positionner à nouveau à la reprise, qu'est-ce que vous envisagez? Et je pense que là, en l'occurrence, les scénarios, une fois de plus, c'est intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez faire un premier scénario avec une marge plus importante, mais potentiellement des clients qui venaient pour une fourchette de prix donnée que vous allez perdre. Et en fait, il faut être capable de mesurer l'impact que cette modification des prix peut avoir sur votre activité. Donc, il y a pas je ne peux pas vous donner de réponse précise, mais voilà, en tout cas, je vous invite à jouer un petit peu, puis à penser d'un point de vue stratégique l'impact que ça peut avoir vraiment sur la reprise. Ok, alors je vois qu'on a encore d'autres questions, mais je suis désolé, il va falloir un petit peu qu'on avance. Donc, vous inquiétez pas, on va revenir sur les autres questions à la fin du webinaire, mais parce que là, on est déjà à la moitié et du coup, on n'a pas encore abordé les aides de la BPI. Donc, merci beaucoup encore, Frédéric, pour cette démonstration. Avec Donc, au plaisir. moins, toutes ces questions, je pense, ne peuvent qu'être bon signe. Du coup, Jean-Dominique, on va passer à toi pour la partie financement et aide de la BPI. Donc, est-ce que tu veux peut-être commencer par faire un petit rappel sur la BPI, sur où est-ce que vous êtes implanté et un rappel contextuel? Avec plaisir. Pour vous présenter BPI France, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la banque publique d'investissement. C'est la banque des TPE, PME principalement, ETI aussi. BPI France, c'est un petit peu le bras keynésien de l'État et en temps normal, accompagne les filières d'avenir et en temps de crise, vous permet de passer ces moments difficiles. Donc, comme tu le disais Aurélien, BPI France, c'est un maillage régional, 48 implantations régionales, 3000 collaborateurs, tous réunis pour vous aider à croître de la création jusqu'au développement, jusqu'à la transmission d'entreprises. Alors, dans ce contexte particulier, BPI France, forcément, dans son rôle d'opérateur public, a aidé à la mise en place de mesures spécifiques en soutien aux entreprises touchées par l'arrêt d'activité dans le cadre de la crise sanitaire. Et une des premières mesures, Frédéric, tu l'as cité, c'était le PGE, le prêt garanti par l'État. Alors, j'essaie juste de passer la slide, je crois que j'ai le contrôle, oui, c'est bon. Donc, je vous présente plutôt les guidelines qui sont donnés pour les entreprises qui ont moins de 5000 salariés. Alors, j'essaie juste de revenir un petit peu en amont. Mais en tout cas, la première étape pour obtenir un prêt garanti par l'État, c'est de vous rapprocher de votre banque. BPI France n'a pas pour but de remplacer les banques de vos banques. Nous n'avons pas d'ailleurs de compte de dépôt chez BPI France. Donc, la première étape sur ce prêt garanti par l'État, c'est de vous adresser à votre banquier. Vous allez dialoguer sur vos besoins de trésorerie que vous aurez préalablement mesuré peut-être avec la solution de Frédéric, pour que votre banquier vous aide à passer un gap de trésorerie, un gap qui est forcément dû à cet arrêt d'activité que beaucoup de secteurs connaissent. Après examen de ce dossier et mesure de votre capacité de remboursement, vous allez pouvoir vous connecter sur la plateforme de BPI France pour obtenir un numéro unique qui vous permettra de souscrire au prêt garanti par l'État. Donc, le prêt garanti par l'État, qu'est-ce que c'est? C'est maximum 25% de votre chiffre d'affaires 2019 ou du dernier exercice clos. Pour les entreprises start-up, on peut aller jusqu'à 2 fois la masse salariale des 2 dernières années connues de l'entreprise. Il faut savoir que ce prêt, vous ne le remboursez pas la première année, vous le remboursez soit in fine au bout d'un an, soit vous décidez en fonction de la situation au bout d'un an de l'étaler sur 1, 2, 3, 4 ou 5 ans. Il faut savoir que c'est un prêt qui est garanti par l'État directement à hauteur de 90%, donc c'est un argument de poids dans le dialogue que vous aurez avec votre banquier pour négocier l'octroi du prêt garanti par l'État. Et enfin, il faut savoir que certaines entreprises sont exclues. C'est un prêt, donc il faut être en capacité de rembourser. Et du coup, c'est pour ces raisons que les entreprises qui font l'objet de procédures collectives, comme des redressements judiciaires, ne peuvent malheureusement pas souscrire à ce prêt garanti par l'État. Il y a pour cela d'autres solutions.
Pour ce qui est des solutions propres à BPI France, une des premières solutions qui complète le prêt garanti par l'État, c'est le prêt rebond, enfin les prêts rebonds, parce qu'il y en a plusieurs et ils sont développés avec les régions grâce aux ressources financières des régions. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on peut vous adresser ce prêt qui vise les TPE, PME. Il est sans sûreté comme le prêt garanti par l'État, c'est-à-dire qu'on n'a ni sûreté, ni caution, ni hypothèque sur ce prêt. On le décaisse sans justificatif, à condition de remplir certaines conditions. Donc le premier, c'est que la première condition, c'est qu'il va financer des besoins spécifiques. Donc on en parlait, tensions de trésorerie liées à la situation actuelle, au gap de trésorerie, au manque d'activité, parce que vos charges continuent de peser sur votre trésorerie. Donc le premier but, c'est de vous aider à passer la crise. Le deuxième but de ce prêt, c'est aussi de vous aider à préparer le regain d'activité et du coup vous aider à investir. Ça peut être des dépenses marketing, mais aussi des dépenses de recrutement, des travaux d'aménagement de vos locaux si besoin. Ce prêt peut financer aussi ces objets. On vous demande pour bénéficier de ce prêt de bénéficier par ailleurs d'un autre prêt d'un montant équivalent. Comme je vous le disais, BPI France n'a pas pour vocation de remplacer vos banquiers, mais plutôt de stimuler les investissements et vous accompagner, mais aussi suggérer à votre banquier, aider votre banquier à financer tous vos besoins. Je vous le disais, ce prêt est déployé grâce aux ressources des régions. Aujourd'hui, il est déployé sur 12 régions métropolitaines. La Corse, malheureusement, n'est pas encore inclus dans le périmètre de déploiement. Son montant, il varie de 10 000 euros à 300 000 euros en fonction des régions et aussi de vos besoins. Ce montant est limité aux fonds propres de votre entreprise et aussi parce qu'on est un organisme public et qu'on utilise des deniers publics, c'est aussi fonction du maximum d'aide qui est autorisé selon la réglementation. C'est des détails à discuter avec nos chargés d'affaires dans la recherche de vos financements. Pour ce qui est de la durée de remboursement, elle est fixe. La durée totale est de 7 ans, mais elle comprend, il faut savoir, un différé, c'est-à-dire que pendant 2 ans, vous n'allez payer uniquement que les intérêts, donc les mensualités seront réduites au maximum. Au bout de cette période de 2 ans, le remboursement du capital commence et le but de cette période est de vous laisser le temps de rebondir et d'avoir le retour aussi sur investissement nécessaire pour rembourser ce prêt. Et enfin, ce prêt vise les entreprises qui justifient de minimum 12 mois d'activité parce qu'on doit être en capacité, vous et nous, de mesurer votre capacité d'emprunt, de remboursement, d'investissement aussi. Et pour ça, il nous faut un minimum d'historique. Donc ça, c'est la première mesure BPI France qui touche tous les secteurs d'activité, toutes les TPE, PME. Je vous propose de poursuivre sur les dispositifs spécifiques à différents secteurs d'activité qui sont particulièrement touchés par l'arrêt d'activité. C'est toutes les entreprises qui reçoivent du public et c'est d'abord du coup les entreprises du tourisme. Elles font l'objet d'un plan de soutien, de relance spécifique qui est lancé bien sûr avec l'État, BPI France et la Caisse des dépôts et consignations qui nous aide à déployer ce dispositif. Alors c'est donc le prêt tourisme, comme le prêt garanti par l'État et comme le prêt rebond, c'est un prêt sans sûreté, donc on ne vous demandera aucune caution sur ce prêt. Il se cumule aussi au prêt rebond et au prêt garanti par l'État si vraiment les besoins sont très importants. Comme les deux premiers que je vous ai présentés, il a pour but de vous aider à passer ce cap difficile d'arrêt d'activité, mais aussi de vous aider à vous relancer, à investir si besoin, si vous sentez que c'est nécessaire. Et dans certains cas aussi, on peut vous aider à racheter des entreprises dans le cas de transmission, rachat de titres, fonds de commerce.
Donc, comme le prêt rebond, on vous demande pour 1 euro de prêt tourisme d'avoir votre banque à vos côtés qui décaissera 1 euro aussi. Le déploiement ici est national. On touche même les DOM et les COM sur ce dispositif-là. Le montant varie de 50 000 euros à 1 million d'euros. Il est aussi limité aux fonds propres de l'emprunteur. Et pareil, comme c'est un dispositif qui est soutenu par des deniers publics, on est soumis à une réglementation qui peut limiter notre intervention d'aide. La durée de remboursement sur ce dispositif est modulable, donc elle est en fonction de vos besoins et de vos projections de trésorerie, de capacité de remboursement aussi. Du coup, la durée varie de 2 à 10 ans. Elle comprend un différé d'amortissement qui va, lui, de 6 mois à 24 mois. On vous demande sur ce dispositif-là d'avoir un historique d'activité de 24 mois minimum. Et encore une fois, c'est un dispositif qui est dédié aux TPE, PME du tourisme. Donc, principalement toutes les entreprises d'hébergement touristique, de restauration. On a aussi les loisirs touristiques et les transports touristiques. Deuxième secteur particulièrement touché par l'arrêt d'activité parce que on reçoit beaucoup de public sur ce secteur-là, c'est les industries culturelles et créatives. Donc pour cela, BPI France a adapté le pré-industrie créative. Donc là, on vise les musées, l'événementiel, les spectacles vivants, les théâtres, le cinéma, l'audiovisuel, les librairies aussi sont visées par ce dispositif spécifique. Tout ce qui constitue la culture et aussi un petit peu le rayonnement de la France. Et c'est un des piliers économiques national, mais aussi de nos dispositifs de soutien et de relance de l'économie. Donc ce prêt, encore une fois, est sans garantie, sans sûreté sur les actifs de la société et de son dirigeant aussi, comme les dispositifs que je viens de vous présenter. L'objet, encore une fois, on est sur les tensions de trésorerie, on vous aide à passer le cap. On est encore sur aussi les besoins d'investissement et comme le prêt tourisme, il peut financer l'achat de fonds de commerce ou de titres dans le cadre d'un rachat d'entreprise. Donc, encore une fois, on vous demande on accompagne les financements de vos banquiers à raison de 1 pour 1. Le déploiement est national, mais pas dans les coms, puisque cette fois-ci, c'est un dispositif qui est soutenu par le Fonds européen d'investissement. Et son montant varie de 50 000 euros à 2 millions d'euros. On est aussi sur les mêmes règles de limite de fonds propres. Par contre, ce dispositif n'est pas soumis à la réglementation des aides d'État. Donc, c'est une limite en moins, mais plutôt un avantage en plus pour les entreprises des industries culturelles et créatives. Et enfin, la durée de remboursement est fixe, comme pour le prêt rebond. Elle est à 7 ans et elle comprend un différé d'amortissement de 24 mois. Ici, on vous demandera un historique d'activité de 12 mois minimum. Et enfin, c'est aussi un dispositif dédié au TPE-PME. Voilà pour les quelques dispositifs qu'on voulait mettre un petit peu en avant dans ce contexte historique. On espère qu'ils vous seront utiles. Juste quelques données sur le prêt garanti par l'État. Sachez qu'aujourd'hui, 330 000 entreprises se sont vues accorder des prêts garantis par l'État. Donc, c'est une solution très utilisée, très bien soutenue par l'État. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à contacter votre banquier, mais aussi à rentrer en contact avec BPI France pour compléter les solutions qui vous seront accordées par votre banquier. Vous avez un numéro vert en bas de la page pour les demandes un petit peu urgentes, mais vous avez aussi un site internet à votre disposition qui détaille un petit peu les contacts par région et aussi un formulaire qu'on vous enverra, un formulaire qui permet d'orienter un petit peu votre demande en fonction de vos besoins, des besoins qui seront renseignés sur ce formulaire. Voilà pour les différentes solutions. Je crois qu'on va passer aux questions. Super, merci beaucoup Jean-Dominique. Alors, on a une tonne de questions. Alors ça là-dessus, vraiment, c'est. Alors déjà, je sais que certaines personnes demandent, enfin, je pense, n'ont pas forcément eu le temps de tout noter, et de noter tous les détails
des différentes aides que tu as montrées. Donc, je voudrais juste préciser que, évidemment, tout ça, ce sera dans le document qu'on va vous envoyer, auquel vous allez avoir accès. Donc, du coup, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. On a une première question de Xavier qui demande si l'accord du PGE peut-il être conditionné par l'accord d'un autre prêt? Non, le but de ce PGE, il est vraiment d'être rapide à mettre en place. Il n'y a pas de condition d'octroi d'un autre prêt. C'est vraiment votre banque qui a la main sur cet accord. D'accord. Ok. Et bah, justement, alors, quel est le recours? Est-ce qu'il y a un recours lorsque la banque n'accorde pas le PGE? Oui, il y a des organismes de médiation dans ce cas-là. On pourra vous communiquer, je pense, un, un recours en ligne pour les refus qui pourraient être exprimés par vos banques. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a 330 000 entreprises qui sont vues accorder des PGE et bien sûr cet organisme que je vous cite est un peu plus sollicité en ce moment, mais les statistiques montrent quand même qu'une majorité de demandes, une très forte majorité de demandes sont acceptées. D'accord. Parce que il y a justement une question alors, j'essaie de me repérer dans les questions. Alors, une question de Michel, pardon, qui disait, peut-on cumuler les trois prêts, c'est-à-dire PGE, prêt rebond et prêt tourisme? Oui, on pourrait en théorie cumuler ces trois prêts, mais bien sûr, comme je vous le disais, il y a des limites en termes de. Bah déjà, il faut vraiment qu'ils correspondent à des besoins réels de trésorerie notamment, et il faut aussi, dans certains cas, respecter la réglementation européenne qui peut donner des limites en termes de montant d'aide. C'est variable en fonction des entreprises et des dispositifs que je viens de vous présenter. Ok, très bien, merci. Et on a une question de Julia qui demande aucune aide pour les entreprises, je pense notamment les restaurants qui viennent tout juste d'ouvrir. Alors sur ces prêts, comme on l'a dit, il faut un minimum d'historique. On n'a pas de dispositif en financement dédié pour les restaurants qui viennent d'être créés. Par contre, BPI France a des instruments de garantie des prêts. Donc indirectement, BPI France peut soutenir un prêt qui vous sera accordé par votre banque habituelle. Et dans ce cas-là, encore une fois, il faut instaurer le dialogue. C'est de l'intelligence collective, comme le disait Frédéric. Euh, je vous invite à en discuter avec votre banquier. Mais il existe des solutions pour tout le monde. C'est essentiel. On a une question de Heidi qui, mais j'imagine, parce que je ne crois pas t'en avoir entendu parler, qui dit, on m'avait parlé d'un prêt à taux zéro via la BPI. Est-ce vrai et quelles sont les conditions s'il existe? Taux zéro, il faut savoir que le prêt garanti par l'État est proche de zéro. Il peut y avoir aussi d'autres dispositifs d'urgence de BPI France qui sont à taux zéro. Ça dépend du dispositif, ça dépend du projet aussi, bien sûr, de la durée de remboursement. Il y a plein de variables, mais oui, enfin, c'est possible. Il existe des prêts à taux zéro chez BPI France. Mais le PGE est déjà D'accord. prévu pour être peu onéreux. Donc, elles peuvent quand même aussi passer par ces autres prêts aussi. Bien sûr, Par le prêt à taux zéro, pardon. Ok. bien sûr, oui, il existe. Euh, ok, super. Une question de Xavier qui demande si le prêt rebond est conditionné, pardon, par le secteur d'activité. Non, il n'y a pas de. Tous les secteurs sont vidés. Bien sûr, il y a des exclusions type SCI. On ne peut pas financer de SCI sur ce prêt rebond parce que le but, c'est vraiment de soutenir l'activité d'une entreprise. On ne peut pas financer aussi de courtiers en prêt, par exemple. Mais tous les secteurs, tourisme et plus largement, sont visés par le prêt rebond. C'est son avantage. Ok, très bien. Une question de Xavier encore qui demande pour les industries créatives, quelles sont les conditions du secteur? Est-ce que c'est les codes APE ou est-ce que c'est la description du projet? C'est deux questions en fait. C'est sur le prêt industrie créative, c'est vraiment l'activité. Est-ce qu'elle correspond à la définition européenne des industries créatives? Il y a les industries créatives, c'est très large. C'est très diversifié aussi. Ça va de la culture à la mode, en passant par le design.
Et pour cela, je vous invite aussi à rentrer en contact avec BPI France et avec votre banquier, bien sûr. Mais pour le prêt industrie créative, c'est vraiment l'activité qui est essentielle. D'accord. Est-ce que le prêt rebond, une question de Christophe, est-ce que le prêt rebond doit obligatoirement être combiné avec un prêt bancaire? Oui, ça fait partie de la doctrine de BPI France. Alors, on va dire qu'il est, dans ce contexte d'urgence, il est très recherché. Il n'est pas forcément obligatoire, mais il est très recherché parce que c'est la doctrine de BPI France. On n'est pas censé se substituer à vos banquiers. Mais dans un contexte d'urgence, encore une fois, on peut aussi décider de passer outre. Ok. Alors, je crois que tu as dit qu'il était exceptionnellement bas, le taux du PGE, mais est-ce que tu as le chiffre exact? Encore une fois, ça dépend notamment de la durée de remboursement. C'est vraiment différent. C'est difficile de vous donner un seul chiffre. Il est proche de zéro, c'est ce que je peux vous dire. Il est bas, mais ça dépend vraiment du projet. Ok. Et une autre question de Michel qui demande si la demande du prêt tourisme doit se faire auprès de la région ou de BPI. Auprès de BPI France, comme pour le prêt industrie créative et le prêt rebond. Il n'y a que le PGE qui doit faire l'objet d'abord d'une étude par votre banquier. D'accord. Est-ce qu'il y a des outils spécifiques aux startups? Parce que donc Serena qui précise qu'elle a sur le même sirène sa startup et son restaurant. C'est le PGE. Le PGE, qui est vraiment spécifique aux startups. Il est censé vraiment Ok, répondre à tous les besoins dans ce contexte. ok, d'accord, très bien. Alors j'ai une question juste un peu parenthèse de Jean-Pierre qui demande quand est-ce que le replay sera disponible. A priori, ce sera entre demain et lundi. Il y aura aussi un récap qui va vous être envoyé avec les questions qui ont été posées, les réponses qui ont été données aussi. Donc ça là-dessus, ne vous inquiétez pas. On va traiter encore deux ou trois questions. Il y a malheureusement l'heure tourne et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de questions, mais malheureusement on va pas avoir le temps de tout traiter. Une question de Aurore qui demande quand il n'y a plus de fonds sur le prêt rebond, est-ce que vous pensez-vous que d'autres fonds pourront s'ouvrir? Logiquement, ces offres sont censées durer dans le temps. Après, on n'a pas la réponse aujourd'hui, mais sachez que BPI France, depuis des années, pas uniquement dans un contexte de crise, soutient les entreprises qui en expriment le besoin. Ok. Une question de Julien qui dit, j'ai entendu dire que le prêt PGE avoir un taux augmenté, pardon, s'il n'est pas remboursé au bout d'un an, selon le bon vouloir de sa banque. Alors, c'est pas selon le bon vouloir de la banque, parce que l'État a quand même, dès le départ, donné des conditions tarifaires. Par contre, c'est vrai qu'il devient plus cher s'il n'est pas remboursé au bout d'un an. D'accord. Alors, une question de Xavier qui demande si le déploiement du prêt rebond est équivalent dans toutes les régions. Alors, le montant maximum varie selon les régions. Il y a certaines régions qui ont limité le montant maximum à 200 000 euros. D'autres fois, c'est à 300 000 euros. Mais sachez quand même que c'est pour des TPE-PME déjà des montants qui sont conséquents, surtout dans cette période. Et en plus, il peut se cumuler sur certains secteurs, notamment restauration, à d'autres dispositifs comme le prêt tourisme. Ok, très bien. Alors, je vois qu'il y a une même question qui revient plusieurs fois, mais j'ai l'impression qu'on y a déjà répondu, qui est, donc du coup, tu confirmes que les prêts ne sont valables que pour les entreprises qui ont déjà un minimum d'historique, un minimum d'activité, qui ne sont pas Comme, une toute jeune ouais, entreprise qui vient d'être créée, ne peut pas, en fait. elle vient tout juste d'être créée. Les dispositifs que je viens de présenter, c'est difficile de vous les accorder parce qu'il faut, calculer la capacité d'emprunt de l'entreprise, la capacité de remboursement. Donc, vous le faites de votre côté et vous le faites aussi en dialoguant avec votre banque. Par contre, il y a auprès de votre banque d'autres solutions. Je pense à avoir que celle que je viens de vous présenter, sachant que votre banque peut aussi solliciter BPI France pour garantir d'autres prêts, notamment des prêts qui peuvent être accordés dans le cadre de création d'entreprise.
BPI France a des dispositifs de garantie, comme aujourd'hui l'État garantit le prêt PGE. BPI France a d'autres outils de garantie pour garantir directement le prêt qui est accordé par votre banque. Ok, ça c'est clair. Une question de Olivier qui dit, alors avec juste une première saison d'exploitation, peu de fonds propres, donc pas éligible au prêt rebond, peut-on utiliser une partie du montant du PGE pour financer des investissements de matériel ou d'aménagement de locaux? Je pense que c'est possible. Après, c'est à voir avec votre banquier, bien sûr, quels objets pourront être financés. Mais le PGE se décaisse normalement sans justificatif. Le but, c'est de vous aider à passer ce moment de crise. Je pense que c'est fortement négociable avec votre banquier, oui. Ok. Alors une question pour Frédéric sur Agicap. Est-ce que Agicap intègre dans le prévisionnel les délais de paiement? Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi une option qui vous permet finalement de rentrer toutes vos factures engagées avec des dates d'échéance différentes et des alertes aussi pour bien entendu pouvoir les suivre. Donc oui, oui, c'est intégré. Ok, très bien. Alors je suis désolé, mais l'heure tourne vraiment, donc il reste encore pas mal de questions, mais bon, il y a quelques questions auxquelles on a répondu, parce qu'il y a évidemment quelques questions qui se ressemblent. La dernière question nous vient de Audrey, qui sont quelles aides sont envisagées pour les entreprises en difficulté, cessation de paiement, cessation des paiements effectifs et jugement d'ouverture d'une procédure collective antérieure au 12 mars 2020. Antérieur au 12 mars 2020, comme je vous le disais, procédure collective, malheureusement, c'est la réglementation sur les aides d'État qui nous interdit d'intervenir sur ces dispositifs-là, sur ces typologies d'entreprises-là, malheureusement. Je pense que c'est plutôt avec votre banquier qui va falloir discuter de cela. Je pense que le fonds de solidarité aussi peut aussi aider certaines de ces entreprises. Ok, très bien. Alors écoutez, je suis désolé, mais l'heure tourne, donc on arrive maintenant à la fin de ce webinaire. Ne vous inquiétez pas, le replay va vous être envoyé, ainsi que le recap avec les différentes questions qui ont été posées. Bien évidemment, après, vous pouvez évidemment vous rapprocher de la BPI pour s'il vous reste d'autres questions. Donc du coup, tout ça va vous être envoyé. Pour info, juste par rapport à Snapshift, notre application est mise à disposition gratuitement pendant toute la durée de la crise, donc pour pouvoir créer vos plannings, pour vous aider à mettre en place du click and collect et pour pouvoir gérer vos équipes en cette période. Snapshift vous accompagne et vous permet de gagner du temps totalement gratuitement. On va vous envoyer un lien pour vous expliquer tout ça avec le replay, bien évidemment. Frédéric, Jean-Dominique, est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant de clôturer le webinaire? Merci à tous. Oui, merci beaucoup aussi. Et puis vraiment, j'insiste une fois de plus sur les projections. Ça vous aidera pour beaucoup de choses et surtout pour éventuellement déclencher des aides de BPI. Je pense que Jean-Dominique peut me rejoindre là-dessus. Et Exactement. Et, voilà, et tout ce temps-là. je voudrais aussi, pardon Frédéric, tu as dit un mot important, c'est l'intelligence collective et le dialogue. Ne pas oublier. Je trouve que c'est un très bon message. Je pense que franchement, c'est parfait comme mot de conclusion, ça. L'intelligence collective et le dialogue, je pense que c'est effectivement ce qu'il faut retenir. Donc, merci beaucoup à vous. Et du coup, Merci à vous. comme je vous l'ai annoncé, le replay sera envoyé entre demain et lundi. Donc là-dessus, pas de problème. Si vous êtes inscrit, vous le recevrez. Vous inquiétez pas, tout ça est automatique. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Si jamais, par le plus grand des hasards, vous ne le recevez pas lundi, vous pouvez nous contacter sur contact@snapshift.co. Mais ce cas me paraît extrêmement peu probable. Je vous remercie encore et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci encore, Frédéric et Merci à Jean-Dominique, tous. pour À vos bientôt. éclaircissements. À bientôt.